Salut à vous et bienvenue sur Tell & Play. Aujourd'hui on continue d'explorer le hors-série spécial jeu de rôle de Geek Magazine. Et en l'occurrence on va se pencher un petit peu sur les règles de jeu qui m'autorisent les 9 scénarios à l'intérieur de ce numéro un peu spécial. Alors, pour rappel, ce hors-série est le fruit de la collaboration entre Geek Magazine, les éditions Mnemos et les éditions Les 12 Singes. Alors, chacune ayant leur spécialité respective, puisque Geek Magazine est un magazine, comme son nom l'indique. Pour Les 12 Singes, ce sera le côté jeu de rôle, et enfin, pour Mnemos, ce sera le versant littéraire de ce qui va être abordé à l'intérieur. On a donc 3 cadres de jeu bien distincts, à savoir un steampunk uchronique magique qui se passe dans Paris. On a un cadre de jeu qui vous permet de jouer dans une fantasy un peu plus renaissance et un peu mystérieuse. Et puis vous avez du space opéra. Donc ces 3 univers ont chacun 3 scénarios, c'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que je disais dans la précédente vidéo. Les règles de jeu sont basées sur Simulacre de Pierre Rosenthal et ça a pour but d'être assez facile à prendre en main pour les néophytes et même pour les vétérans de pouvoir se dire qu'on va se faire une petite partie de jeu de rôle très rapidement puisque les parties sont prévues pour durer entre 90 et 120 minutes, donc le temps d'un gros jeu de société quoi finalement. Pour chaque univers, vous aurez quelques petites règles spécifiques et pour le coup, c'est normal, on ne se déplace pas dans l'espace comme on se déplace dans Paris. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, je vais me baser sur la fiche personnage. Mais ce qu'il faut que vous sachiez si vous comptez masteriser ces 3 univers, c'est que vous n'aurez pas de jet de dés, ou très peu, en tant que meneuse ou meneur de jeu. La plupart des jets de dés vont être réalisés par les joueurs et les joueuses, mais avec l'idée que s'ils réussissent leur jet de dés, eh bien tout simplement l'action est réussie. Si jamais elle échoue, eh bien on applique les conditions d'échec prévues ou par le scénario, ou par la meneuse ou le meneur de jeu pour faire avancer la narration. Donc tout ce qu'on a à faire en tant que MJ, c'est vraiment venir placer la narration face aux joueurs ou aux joueuses et juste être là pour arbitrer dans certains cas quand il y a besoin d'un test ou quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, prévu pour être relativement efficace et pour avancer assez vite. Donc pas de jet en opposition et tout ce dont vous aurez besoin c'est de dés à 6 faces, comme ceci, quelques-uns par joueur, on va dire, ou quelques-uns au centre de la table que tous les joueurs utiliseront. Autre chose, il n'y a pas vraiment de règle de création de personnages. Vous pouvez toujours vous reporter à Simulacre si vous voulez en créer pour jouer ces scénarios, mais sachez que chaque univers est fourni avec 5 fiches de pré-tirées, ce qui fait que vous pouvez facilement déjà jouer avec une table de 5 joueurs, mais même sur une table de 3 joueurs, vous aurez le choix puisqu'il y a 2 pré-tirées qui ne seront pas utilisées. En l'occurrence, on va se baser sur la fiche personnage de Sharp qui a été créée pour l'univers des enquêtes de Silvo Silva, de Raphaël Albert, et du coup, direction le Paris uchronique à la sauce steampunk et magie. Côté diégèse, ce que vous pouvez voir sur la fiche, le personnage a un background, il s'agit ici de la jeune Lupron qui porte le nom de Sharp. Alors Lupron, dans cet univers-là, c'est le féminin de lutin. Elle a son petit passif de voleuse. Il y a quelques indications qui sont données pour jouer le personnage, donc ça c'est vraiment, on dirait, ça va vraiment servir pour les néophytes qui se retrouveront en face d'une fiche et qui ne sauront pas comment l'interpréter. En l'occurrence, ici on a féministe, intrépide et malicieuse. Ça donne une petite direction quant à comment réagir à certaines situations. Voilà, donc typiquement ce personnage-là, s'il se retrouve en face de situations qui requièrent du courage, on peut gager qu'avec avec son côté intrépide, eh bien il se jettera au cœur de l'action. Ensuite, il y a les points de vie et les points de souffle, et ce sont les mêmes pour tous les personnages. Il n'y en a pas un qu'en a plus parce qu'il a plus de corpulence ou quoi que ce soit. Non, tout le monde a le même nombre. Donc c'est valable pour tous les personnages. Les points de vie subissent les blessures, les dégâts. Les points de souffle subissent de la fatigue ou des traumas un peu légers, on va dire une bosse en se cognant la tête ou des choses comme ça. On récupère un point de vie par jour et on récupère un point de souffle par heure. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de comment ça se jauge. Sur l'équipement, on n'a que 2 lignes. La première, c'est les armes que Sharp possède et d'une part, les dégâts que vont faire ces armes et la portée qu'elles ont. D'autre part, vous avez une simple description de comment le personnage est habillé, ce qu'elle a sur elle et tout autre petit objet qui pourrait servir à un moment dans la partie parce que la description en jeu de rôle permet toujours de l'action. L'idée c'est que si vous savez ce que vous avez sur vous, eh bien vous savez ce que vous pouvez utiliser pour continuer à avancer.
Enfin, vous avez chapeau bas, qui est une caractéristique spéciale prévue par le jeu pour ce personnage. Tous les personnages ont ce type de caractéristiques, et elles sont, on va dire, spécifiques à chacun des univers et à chacun des personnages. Et ça permettra en l'occurrence, grâce à la compétence en piste, soit d'avoir un bonus à la guérison, soit d'avoir un bonus aux dégâts en cas de situation de combat, et ça permettra surtout de jeter 3d6, et ça c'est plutôt pas mal comme on va le voir dans les règles juste après. Ces compétences-là, elles sont évolutives, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'elles évoluent au premier, au deuxième et au troisième scénario, comme vous pouvez le voir. Il y a donc une notion de progression, ça remplace un peu les points d'expérience pour faire quelque chose de plus rapide. Alors ensuite, on passe à droite de la fiche, et là vous pouvez constater qu'il y a plusieurs choses. On retrouve le système de simulacre à cet endroit-là, c'est-à-dire que vous avez des composantes et des moyens. Alors les composantes, il y en a 3, c'est corps, cœur et esprit, dont vous voyez les petits pictogrammes, et puis du côté des moyens, vous avez action, perception et résistance. Chacune des composantes a un score compris entre 3 et 6, et chacun des moyens a un score compris entre 1 et 4. Alors comment est-ce que ça va se jouer ? C'est tout simple, si jamais la MJ ou le MJ vous demande un test, en l'occurrence avec Sharp, imaginons qu'on essaye de retrouver quelqu'un dans la foule, on va devoir utiliser la composante esprit et le moyen perception pour pouvoir essayer de retrouver la personne. Donc vous prenez en l'occurrence ici le 4 de l'esprit et le 4 de la perception, vous les additionnez, ça fait 8, vous lancez 2D, 2D6 je précise, j'ai fait 6 et 3, 9, et donc c'est un échec, Sharp ne peut pas retrouver la personne dans la foule puisqu'il lui faut faire un score inférieur à celui du joueur. Alors, je vois que Sharp a un métier qui est en l'occurrence pickpocket. Ce pickpocket me donne plus 1 si je souhaite l'appliquer à cette situation. Il me semble que quelqu'un qui est pickpocket, effectivement, pourrait facilement retrouver une personne précise dans la foule. Donc je vais le rajouter, ça va me rajouter un plus 1. Et là, du coup, mon 9 serait validé puisqu'il faut faire un score inférieur ou égal pour que ce soit validé. En revanche, les talents que possède Sharp ne sont ici d'aucune utilité puisque escalade, furtivité et lancer de couteau ne peuvent pas s'appliquer pour retrouver quelqu'un dans une foule. Par contre, si jamais, une fois que la personne est repérée, Sharp souhaite avancer vers elle de manière discrète, on va pouvoir utiliser la composante corps, on va pouvoir utiliser le moyen action, et on va pouvoir utiliser furtivité, et on va même pouvoir utiliser le métier pickpocket, ce qui va donc donner 5 plus 4, 9, plus le 1 de pickpocket, 10, plus le 1 de furtivité, 11, et cette fois on relance les 2 dés, et c'est un 4, donc Sharp arrive à s'approcher discrètement de la cible. Enfin, sachez que si le score additionné du joueur fait 12 ou plus, il faut quand même jeter les dés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un système d'échec critique qui se base sur le double 6. Si vous faites un double 6, c'est un échec critique, quel que soit le score du personnage. Et si jamais vous faites 2 ou 3, si jamais le métier est impliqué, c'est une réussite critique, et auquel cas il y a des conséquences sur l'action. Si le côté des combinaisons composantes et moyens vous fait un peu peur, ne vous en faites pas. Le magazine a quelques exemples de combinaisons que vous pourrez utiliser au cours de vos parties et d'actions qui sont corrélées à tel ou tel type de choses. Et enfin, à ce sujet-là, sachez qu'il y a un petit rappel en bas de la fiche de personnage pour que vous vous souveniez toujours de comment ça se joue, c'est-à-dire en lançant 2d6. Côté MJ à présent, vous aurez surtout à arbitrer les situations pour savoir si ça requiert un test ou pas. En l'occurrence, vous pouvez aussi très bien décider, dans l'exemple que j'ai donné, que Sharp, ayant un passif de pickpocket, elle n'a pas besoin de faire le moindre test pour réaliser l'action que j'ai décrite, c'est-à-dire retrouver quelqu'un dans une foule et la rejoindre discrètement. Là, une fois de plus, il n'y a que là où le MJ qui arbitre et qui choisit quand est-ce qu'il y a un test, sauf si les scénarios le requièrent, mais à ce moment-là, ce sera marqué dans ce que vous aurez sous les yeux. En termes d'outils, là où le MJ dispose d'autres moyens, puisqu'il va y avoir un seuil de difficulté donc, qui va de -4 à +4, que vous pourrez ajouter aux actions pour, là en l'occurrence, si la foule est très dense, et qu'en plus elle est bruyante et qu'il y a tout un tas de choses autour de Sharp qui l'empêchent de bien voir, imaginons de la fumée ou quoi que ce soit, ou un incendie, on pourrait très bien rajouter un -4 à ce jet, et du coup ce serait d'autant plus difficile. Mais vous pouvez aussi faciliter certains jets, puisque il y a des moments où la situation sera aisée. En l'occurrence, je ne sais pas, si Sharp a une paire de jumelles, peut-être que repérer quelqu'un c'est plus facile. Ces scores de difficulté, vous allez les retrouver notamment sur les PNJ qui ont des descriptifs assez simples, c'est-à-dire un nombre de
PV, les armes avec leur portée, et un niveau de difficulté. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, il faudra appliquer ce niveau de difficulté. Par exemple, quelqu'un de très charismatique et très imposant, dans les négociations avec lui, il va falloir appliquer un malus au jet des joueurs. Et pour le combat, peut-être que quelqu'un qui est particulièrement bien formé au combat aura un malus supplémentaire même par rapport à tout ça. Justement, en parlant des combats, c'est plutôt simple, hein. Les joueuses jettent leurs dés et réussissent ou pas l'action qu'ils entreprennent. S'ils réussissent, ils appliquent leurs dégâts. Si jamais ils ne réussissent pas, ce sont les dégâts de l'adversaire qui sont appliqués. Il n'y aura aucun cas où vous aurez un jet à faire en opposition pour déterminer quoi que ce soit. Le seul jet que peut faire là où le MJ, c'est pour déterminer ce que fait un PNJ à un moment. Alors ça, c'est très simple. Imaginons, on a un malfrat qui essaye de suivre Sharp dans la foule, dans l'exemple que je donnais précédemment, eh bien, ce malfrat, on va vouloir déterminer s'il arrive ou pas à suivre Sharp. Dans ce cas-là, c'est très simple. On prend un premier D6. En l'occurrence, j'ai fait 2. Et on prend un deuxième D6 juste après. Et il faut que je fasse un score inférieur au premier que je viens de faire. Autant vous dire qu'il y a peu de chances que le malfrat retrouve Sharp dans la foule. Ah bah j'ai fait 2. Si, en l'occurrence, Sharp est bien retrouvé par le malfrat. Et peut-être que la situation va s'enchaîner derrière. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour les règles telles qu'elles s'appliqueront dans ces 3 univers que vous retrouverez dans le hors-série spécial jeu de rôle de Geek Magazine. Il y a peut-être quelques petits détails que j'ai pas mentionnés, mais vous verrez, tout est très simple, tout est très clairement expliqué. Ça ne devrait pas prendre longtemps pour que vous puissiez le prendre en main. C'est pas plus long qu'une règle de jeu à lire en tout cas. Si, ce que je peux ajouter, c'est que les fiches personnages vont être disponibles sur les sites des 3 éditeurs, donc celui du Geek Mag, celui des 12 singes et celui de Mnemos, et vous aurez même des options où vous pourrez les acheter en version imprimée, si vous préférez les avoir en version imprimée. Il y aura même une petite application aussi qui vous permettra de les avoir sur téléphone pour pouvoir jouer directement avec. Si tout ça vous a mis l'eau à la bouche, eh bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le financement participatif est en cours, vous avez le lien en description. Et si vous ne savez pas de pourquoi vous étiez là et de quoi est-ce que je parle exactement, vous pouvez retourner voir la vidéo de présentation. La prochaine fois qu'on se retrouvera sur Tell & Play, ce sera probablement pour la suite, pour le 4e épisode de l'œil de Loran Canu, où on retrouvera du coup nos aventuriers du côté de Cabrales. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, et j'espère que vous vous portez bien où que vous soyez.